Bonjour, je vous présente cet ouvrage. André Charac, Empirisme et métaphysique, l'essai sur l'origine des connaissances humaines de Condillac. Publié en 1746, permet de dégager l'enjeu philosophique de l'empirisme de l'époque. Métaphysique qui concerne autant le sentiment que la raison. Condillac revendique l'héritage de Locke, non sans le critiquer. Les Lumières utilisent l'adjectif empirique lorsqu'ils prônent le recours à l'expérience. Dans cet ouvrage, ce sont les facultés mêmes qui se développent génétiquement à partir d'une perception qui est intégralement fondatrice. Mise à l'épreuve exigeante et inachevée d'une thèse radicale sur la solidarité entre les matériaux de nos connaissances et les opérations qui s'y appliquent. Infléchissement des thèses de Locke dans le sens d'une philosophie du langage. La métaphysique désigne une théorie de la connaissance. Acte d'un mouvement initié par Malebranche, il est de tous les cartésiens celui qui a mieux aperçu les causes de nos erreurs. Avec Bacon et Newton qui incarnent la méthode expérimentale et le refus des spéculations métaphysiques. Derrida désignera la métaphysique comme la philosophie seconde. Condillac examine le système dans lequel l'homme s'est trouvé précipité après le péché originel, placé dans la dépendance du corps. Il renonce à spéculer sur le versant physique de la perception. Quelle que soit la nature du mouvement vital que manifeste la sensibilité, il est possible de saisir la sensation comme une donnée naturelle qui répond dans l'ordre du sentiment. Il reprendra la doctrine malebranchienne de l'imagination. Tous les hommes ne peuvent pas lier leurs idées avec une égale force, ni dans une égale quantité. Il subordonne toujours la réflexion sur les préceptes méthodologiques au bilan de leur application. Il réduit tous les problèmes de la connaissance à une expérience constante, dont toutes les conséquences seront confirmées par de nouvelles expériences. En métaphysique, le principe tiré de l'expérience est celui de la liaison des idées, soit avec les signes, soit entre elles. Condillac s'emploie à en dériver toutes les opérations de l'âme. L'usage des signes est le principe qui développe le germe de toutes nos idées. L'héritage de Locke est que les mots et la matière dont nous en servons peuvent fournir des lumières sur le principe de nos idées. Spéculation sur le langage. Mène de Biran critiquera l'abstraction de l'analyse. Condillac critiquera Locke sur le statut et le rôle de la réflexion, orientant l'analyse des opérations de l'esprit. La métaphysique doit s'ouvrir par l'analyse des idées qu'il nomme psychologie en 1746. Pousser plus loin l'analyse de l'esprit humain. Affirmation de Malebranche que les idées sont en Dieu et qu'il faut les distinguer de l'impression qu'elles font en notre âme. Pour Condillac, il n'y a pas lieu de supposer une différence radicale entre les sensations et les idées. L'esprit ne forme par lui-même aucune idée. Elles viennent à lui toutes faites, inéitées. Les idées n'existent que pour l'esprit qui les constitue. Les sens selon seule source de nos connaissances. Condillac revendique l'invention de la liaison des idées entre elles et avec les signes. C'est bien cette liaison qu'il place au principe de toutes les connaissances. Les idées se lient avec les signes et ce n'est que par ce moyen qu'elles se lient entre elles. Dans le registre des liaisons imaginatives, Malebranche caractérise l'activité de l'esprit par la création de signes efficaces, selon une perspective qu'il reviendra à Condillac de généraliser. Distinction entre les sensations proprement dites et les opérations de l'âme qui s'y appliquent. La métaphysique doit analyser une expérience instruite par la réflexion qu'elle a permis de constituer. Leibniz a pensé que nous avons des perceptions dont nous n'avons pas conscience. Exigence de Condillac de réduire le champ de l'expérience recevable au domaine de la conscience.
Comment la réminiscence remplit un rôle fondateur pour la constitution de l'expérience. La perception présente est enrichie de l'impression passée. Imagination et mémoire développent les effets de la distance temporelle dont la réminiscence donnait le premier témoignage. Condillac affirmera l'universalité du principe de la sensation transformée, jugement, réflexion, désir et passion. La pensée est propre à produire quelque changement dans l'âme et à l'éclairer et à la guider. Pour Rousseau, le jugement repose sur la mise en œuvre d'une puissance active irréductible à la simple combinaison de la sensation. La thèse centrale de Condillac sur les causes du progrès de l'esprit. Nous ne faisons une chose à dessein qu'après que la nature l'a effectuée en nous et malgré nous. La réflexion constitue bien moins une nouvelle source de connaissance qu'elle ne généralise, par l'usage des signes arbitraires, l'opération dont on a déjà éprouvé la possibilité. La réflexion est pour Condillac qu'une suite de jugements, saisis d'un rapport de comparaison entre deux perceptions. La seconde philosophie de Condillac introduit la distinction entre indiqué et prononcé. Condillac est l'une des sources de l'externalisme, selon Auroux. Il propose d'expliquer par la réflexion la mise en place de l'abstraction par laquelle nous distinguons une propriété de son sujet. Condillac, inventeur d'un nouveau matérialisme. L'abstraction et la généralisation dérivent naturellement de l'exercice de la réflexion. Cette puissance active peut ensuite comparer les idées. Condillac se prononce sur la méthode de toute science certaine. La référence à l'exemple mathématique peut se lire comme la détermination d'un modèle où les signes n'expriment rien de plus que les termes de la comparaison. Il affirme que le langage est non seulement l'élément, mais bien l'instrument principal du développement de la pensée. La fonction des signes se trouve réduite à l'expression des pensées qui préexistent au langage sous forme de contenus mentaux et de lois de connexion des idées entre elles. Les signes contribuent activement à la formation des idées. L'homme peut manier à son gré les signes et en créer de nouveaux. Condillac souligne la façon dont les signes naturels deviennent progressivement conventionnels à mesure que la réflexion les écarte des idées auxquelles ils sont originellement liés. Correspondance de fond entre les noms et les objets donnés dans la perception, solution de continuité. L'analyse de la langue donne lieu à un approfondissement des thèses de la grammaire. Importance du langage pour l'analyse de la pensée. C'est dans la langue que peuvent s'effectuer la décomposition et la recomposition des pensées. Il reprochera l'exagération du rôle des signes dans l'histoire des connaissances humaines. Condillac met en évidence un équilibre naturel pour chaque situation, où la musicalité de la langue détermine le caractère des différents récitatifs, sans qu'il soit pertinent de les comparer entre eux, abstraction faite de ce qu'on pourrait appeler les circonstances linguistiques. Nécessité du mime comme le rôle des masques qui répond au besoin pour l'acteur d'être compris dans un théâtre de grande dimension, à partir des possibilités expressives très larges des premières langues, qui rendaient l'usage des gestes naturels et compréhensibles. Vertu expressive et significative, les gestes soutiennent la déclamation en la répétant dans l'ordre du visible. Théorie du besoin selon laquelle toutes les opérations de l'âme s'enracinent dans la nature. Tous nos besoins tiennent les uns aux autres. Hypothèse de la chaîne des idées. Condillac retrouve le schéma malbranchien des jugements naturels, la nature remplaçant Dieu dans les opérations de l'esprit humain. Condillac critique dans la recherche cartésienne son caractère autorelatif et non les compétences de la réflexion. Condillac formule de lourdes réserves vis-à-vis de toute méthode de substitution des définitions, car celles-ci sont soit inutiles, car approchantes, soit incomplètes. Défaut d'une méthode exposant une science en partant des définitions. L'identification que vise Condillac entre l'ordre de l'invention d'une science et celui qui doit gouverner son exposition constitue le trait caractéristique de la méthode analytique. D'Alembert, les inventeurs seuls peuvent traiter d'une manière satisfaisante les sciences qu'ils ont trouvées, parce qu'en revenant sur la marche de leur esprit et en examinant de quelle manière une proposition les a conduits à une autre,
Ils sont seuls en état de voir la liaison des vérités et d'en former par conséquent la chaîne. Indication sur la certitude supérieure des mathématiques. Condillac récapitule. Perception, conscience, réminiscence, attention et imagination donnent le matériau. La mémoire et la réflexion le mettent en œuvre. Les signes sont l'instrument de ces opérations et la liaison des idées est leur premier ressort. Or, les mathématiques ont tiré le meilleur parti de l'usage des signes. En maîtrisant tout à fait l'analogie, c'est-à-dire la correspondance réglée entre la signification, l'ordre des signes et celui des idées. Cette analogie s'y trouve débarrassée de tout parasitage extérieur, légué par l'usage, qui est arbitraire. Condillac élaborera le projet d'une langue des calculs, qui trouvera dans l'algèbre son modèle, voire son paradigme. Les mathématiques sont une science bien traitée, dont la langue est l'algèbre. Supériorité des mathématiques dans la certitude qu'elles atteignent. Condillac résume le schéma de l'application de la méthode analytique à l'art de penser. L'analyse doit décomposer l'entendement humain jusqu'à son exercice élémentaire qui réside dans la perception. Fécondité de la méthode analytique pour la constitution d'un système. Les signes alphabétiques constituent le type même d'une organisation abstraite qui ne pouvait être disponible dès les commencements de l'écriture et dont il faut révéler la formation progressive. Les hiéroglyphes sont plus abstraits. Nécessité de restreindre le nombre pléthorique des signes reçus pour peindre des objets. Condillac dégage le noyau rationnel de la thèse traditionnelle, reprise par Rousseau, selon laquelle la musique imite le langage, puisque les inflexions de la voix donnent aux hommes l'idée de l'harmonie, tout en affirmant que la musique instrumentale est capable d'une expression autonome. La métaphysique ne prétendra plus atteindre l'essence des choses et elle illustrera sa fécondité dans le domaine réduit de l'expérience. L'empirisme condillacien est fondamentalement une science des circonstances qui fait une place centrale à la facticité, celle que représentent les besoins, les passions, la rencontre avec autrui, dans la prise de conscience des compétences de la raison. Du même coup, il se débarrasse implicitement de la métaphysique. C'est l'interprétation habituelle, où il en déplace les enjeux dans d'autres domaines. Le retour sur soi n'atteint plus le socle de l'ego, dont Descartes dégage le caractère substantiel, mais au sujet affecté. J'existe et j'ai des sens par lesquels je suis affecté. C'est un homme qui réfléchit sur soi, qui suis-je? Et non une substance pensante. Que suis-je? Que rencontre la métaphysique en régime empiriste. La science des fondements se déplace ainsi des principes abstraits à l'analyse d'une expérience typiquement humaine. La science qui contribue le plus à rendre l'esprit humain lumineux, précis et étendu, et qui par conséquent doit le préparer à l'étude de toutes les autres, c'est la métaphysique. Ouverture de l'essai sur l'origine des connaissances humaines de Condillac. Mise en rapport avec le discours sur l'inégalité de Rousseau. La plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l'homme. Après Condillac et avant la refondation critique, la métaphysique des Lumières s'écrit dans une anthropologie. André Charac, Empirisme et métaphysique, l'essai sur l'origine des connaissances humaines de Condillac. Merci.